Bienvenue donc à ce colloque du collectif Société sur l'intelligence artificielle. Bienvenue spéciale à nos invités aussi qui sont venus de la France pour être avec nous, donc Baptiste Rapin et puis Jean Dulac. On entendra d'ailleurs Jean Dulac ce soir et Baptiste Rapin demain. Donc nous allons avoir une séance cet après-midi avec trois présentations. D'abord Maxime Ouellette qui est professeur à l'UQAM, ensuite Marie-Alice Couturier qui est aussi à l'UQAM et ça terminé par Laurence Grondin-Robillard. Et nous aurons la conférence de Jean Dulac à 16h30. Le collectif Société, si jamais il y en a qui connaissent moins, allez sur collectifsociété.com. Vous aurez toute l'information sur nos activités, les séminaires réguliers, aussi des publications, les cahiers Société. Vous avez des exemplaires au fond à droite qui sont en vente pour enseigner au collège de Maxime, j'imagine, pour ce qui est Daniel va s'occuper de vendre des exemplaires de la revue. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Maxime Ouellette pour sa présentation. Bonjour. Juste ma chronométrie pour être sûr de ne pas dépasser le temps. Le titre de ma présentation, c'est la dialectique de la raison algorithmique. Donc, nécessairement, vous allez peut-être constater que c'est un renvoi à l'ouvrage classique d'Adorno et Horkheimer qui s'intitule La dialectique de la raison. Donc, mon objectif, c'est pas de faire un travail d'exégèse à partir d'Adorno et Horkheimer, mais plutôt de penser à travers la théorie critique qui a été développée par l'école de Francfort, un certain nombre de transformations structurelles de ce que Adorno et Horkheimer appellent la raison instrumentale à l'époque contemporaine, donc qui se caractérise notamment par la montée d'une forme particulière de domination qui s'effectue au moyen des algorithmes, notamment ce qu'on appelle les algorithmes auto-apprenants, le machine learning, le deep learning, ce qu'on appelle dans le discours public l'intelligence artificielle. Donc, ma présentation va être divisée en trois parties. Dans un premier temps, je vais présenter mon émergence de ce que Adorno et Horkheimer appellent la raison instrumentale, ce qu'on peut définir. En fait, on peut repenser ce terme-là à partir de la notion de raison algorithmique dans le contexte, finalement, dans lequel Adorno et Horkheimer écrivaient, l'école de Francfort, la première génération de l'école de Francfort, qui est l'époque du capitalisme avancé que l'école de Francfort avait théorisé comme étant le capitalisme d'État. Donc, dans un deuxième temps, à partir de la méthode de ce que on peut appeler de l'école de Francfort de déduction sociale des catégories. J'essaie de montrer comment l'émergence, d'une part de la cybernétique, puis par la suite de l'intelligence artificielle qui en découle, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a qualifié de révolution numérique ou encore informationnelle, correspond dans les faits à ce qu'on peut appeler une révolution du contrôle. Puis finalement, dans un troisième temps, je vais présenter justement les transformations plus contemporaines de ce qu'on appelle ce que je vais appeler la raison algorithmique, dans le cadre du passage du capitalisme d'après-guerre vers le capitalisme contemporain, que certains économistes critiques, dont Hugo Pagano appelle le capitalisme monopoliste intellectuel, qui se caractérise justement par le développement des techniques de machine learning et de deep learning, qui sont contrôlées en grande partie par les plateformes oligopolistiques du monde numérique. Donc, le premier point que je voulais aborder, c'est essayer d'introduire la critique de la raison instrumentale qui a été développée initialement par l'école de Francfort, tout en la situant dans le contexte historique dans lequel elle a été produite, afin d'éviter un peu un piège dans lequel est tombé notamment Adorno et Horkheimer, qui en sont venus à produire une analyse transhistorique de la raison instrumentale. Puis, pour débuter, il faut dire que les commentateurs d'Adorno et Horkheimer omettent souvent de rappeler que l'ouvrage de la dialectique de la raison s'appuie en grande partie sur les travaux de leur collègue économiste qui est Friedrich Pollock. D'ailleurs, la dialectique de la raison est dédiée à Friedrich Pollock. Pollock avait développé une théorie des transformations institutionnelles du capitalisme tournant de la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, cette transformation se caractérisait par le passage d'un capitalisme libéral autour du 19e siècle vers un capitalisme qui était monopoliste au 20e siècle. Et celui-ci cédait sa place, selon lui, à une dernière phase qu'il appelait pendant la Seconde Guerre mondiale le capitalisme d'État. Donc, pour Pollock, le capitalisme d'État
consiste en gros dans le remplacement des mécanismes du marché par ce qui théorise comme un contrôle direct de l'État sur le marché ou sur l'économie en vue d'accroître la production puis d'arrimer sur la consommation. Donc, en gros, pour Pollock, le capitalisme d'État, ça correspond au modèle d'économie de guerre qui va perdurer après la guerre. Donc, il a pris deux formes, selon lui. La première, une forme totalitaire, c'est le nazisme, puis la seconde, une forme démocratique, c'est le modèle américain. Le constat de Pollock va poser un sérieux défi, donc une cadre d'analyse de l'école de Francfort, la cadre d'analyse marxiste, parce que, selon l'analyse de la théorie du capitalisme d'État, le capitalisme d'État serait en mesure de résoudre les contradictions économiques du capitalisme, soit les crises de surproduction, de suraccumulation, les problèmes de la baisse tendancielle du taux de profit. Ça permettait aussi, selon Pollock, de niveler les conflits de classe. Donc, il y avait une espèce d'abolition des contradictions qui était celle de l'analyse marxiste classique. Donc, c'est à partir de ce constat-là qu'Adorno et Horkheimer vont développer finalement la théorie qui est développée dans la dialectique de la raison, selon laquelle justement le principe de ce qu'Horkheimer appelait la raison objective, qui est au fondement de la pensée linéaire, qui se basait sur le postulat selon laquelle, qui était sur l'idée que les sujets sociaux étaient en mesure de se donner des finalités en vue de l'émancipation individuelle et collective, se trouvaient supplantés par ce qu'il appelait justement la raison formelle instrumentale, ou encore chez Marcuse, on avait le même nom, ça y appelait raison technologique. Laquelle, ce type de raison-là procédait d'une forme, Adorno va dire, d'abstraction nivelante qui va réduire toute forme de pensée en calcul et qui transforme les moyens en fin. Donc, pour Adorno et Horkheimer, cette forme de domination, elle n'origine pas tant de la théorie, ça n'origine pas de la pensée, mais, pour reprendre les termes des analystes qui étaient proches de l'école de Francfort, qui après nous Tel, ça origine de ce qu'il appelle une abstraction réelle. C'est-à-dire qu'ils trouvent le fondement de cette abstraction nivelante dans la pratique de l'échange marchand. Donc, selon Tel notamment, à travers l'échange marchand se produit un processus d'abstraction du caractère concret des objets qui rend possible l'échangeabilité des marchandises, puis qui produit des catégories abstraites à travers laquelle la pensée bourgeoise, qui est critiquée par l'école de Francfort, se présente. Donc, dans l'échange marchand, c'est là où Adorno vont constater qu'il y a une antinomie fondamentale qui est au cœur de la pensée bourgeoise, qui se présente sous la figure d'une part d'un sujet qui est abstraitement libre, mais concrètement impuissant, c'est-à-dire qui est incapable de transformer le monde objectif, qui est réifié, ou qui est incapable également de s'y rapporter de manière significative. Donc, on peut voir que l'intention initiale des théoriciens de l'école de Francfort, ça consistait à sociologiser les catégories philosophiques, afin de montrer comment ce qui s'appelait la théorie traditionnelle, ou encore la philosophie bourgeoise, repose sur des catégories réifiées, qui se trouvent à se matérialiser dans les technologies, les techniques industrielles modernes. Donc, on se trouve dans un monde inversé, où les fins sont supplantées par les moyens, dans la mesure où le processus de valorisation du capital consiste à maintenir, à reproduire les moyens de production de manière limitée, donc à produire toujours plus de moyens, comme dans un monde des moyens. Donc, le constat qui était posé par Pollock, finalement, a conduit les théoriciens de l'école de Francfort en grande partie à délaisser l'analyse des transformations économiques. Surtout si on lit la dialectique de la raison, Adorno et Horkheimer mobilise à peu près pas les catégories marxistes traditionnelles. On parle d'entreprise, on parle plus de capitalisme, on parle de manager, de trust, etc. Mais on ne mobilise plus les catégories économiques, en fait. Donc, on va délaisser en gros la théorie de l'économie politique pour se concentrer principalement sur la critique des enjeux idéologiques et culturels. C'est pour ça qu'on retrouve notamment un essai classique dans la dialectique de la raison, qui est la production industrielle des biens culturels, où Adorno et Horkheimer, je vais citer ici parce qu'il y a un passage important dans lequel ils disent le premier service que l'industrie apporte aux clients est de tout schématiser pour lui. Selon Kant, un mécanisme secret agissant dans l'âme préparait déjà les données immédiates de telle sorte qu'elle s'adapte au système de la raison pure. Aujourd'hui,
ce secret a été déchiffré. Hein? Donc, il faut juste rappeler ici que le schématisme chez Kant a pour fonction d'opérer une médiation entre le monde sensible et le monde intelligible. Il s'agit donc, selon Kant, d'une fonction de l'imagination transcendantale qui permet justement de relier les concepts purs de la raison avec les données du monde sensible, c'est-à-dire unifier les données de l'intuition sensible en les ordonnant à travers des catégories. Hein, donc, de relier, en gros, la perception et la signification. Donc, pour Adorno et Horkheimer, cette fonction qui est naturalisée chez Kant, elle se trouve désormais occupée par les industries culturelles, hein, qui, en gros, puis la conséquence de ça, c'est qu'on produit, selon eux, une conscience adaptée, parce que nécessairement conformiste puis aliénée, hein, à la nouvelle logique de surproduction et de surconsommation qu'on trouve dans les sociétés capitalistes avancées. On peut dire que, bon, en dépit de sa pertinence, d'une part, cette analyse, elle demeure confinée à la sphère de la circulation. Alors, critique, c'est critique d'une certaine forme de fétichisme qui s'est maintenu entre le passage de l'échange symbolique qui est analysé par les anthropologues, puis des passages où, justement, Adorno a carrément traite de ça, vers l'échange symbolique. Le fétichisme, en fait, a toujours existé d'une certaine manière. Et il se trouve, d'autre part, on pourrait dire, à ne pas reconnaître que la conscience subjective, en quelque sorte, a toujours été issue d'une médiation, la médiation d'une culture qui inclut aussi une dimension, on pourrait dire, technique, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un médium de communication, ce que certains anthropologues appellent, et puis les philosophes de la technique appellent les technologies de l'intellect. Ça, chez Jack Woody, notamment lorsqu'il parle de la domestication de la raison sauvage, donc le passage de l'écriture sans écriture. On retrouve ça aussi chez l'historien d'économie Harold Innis, qui a montré dans son ouvrage Empire in Communication que les techniques de communication sont bonnes. Selon Innis, elles sont biaisées, soit temporellement et spatialement. C'est-à-dire que, selon Innis, elles structurent les représentations a priori de l'espace et du temps, donc les catégories de l'entendement chez Kant. Et bon, dans l'analyse historique qu'on fait Innis, ça rend possible la monopolisation de la connaissance par une classe sociale particulière à travers l'histoire. Donc, les prêtres, les technocrates, les managers, les financiers, etc. Donc, on pourrait dire que dans cette perspective-là, ce qui manquerait, un élément qui est manquant dans l'analyse de l'école de Francfort, c'est une dialectique, une analyse dialectique des transformations qui vont s'opérer pendant la Seconde Guerre mondiale entre les techniques de production, les catégories de la pensée, puis certaines formes de pouvoir institutionnalisé. Donc, c'est pour ça que ça amène à mon deuxième point, qui est l'émergence de la cybernétique, de l'intelligence artificielle, où ce à quoi je veux arriver, développer comme argument, c'est qu'à partir de la méthode qui était initialement celle de l'école de Francfort, qui visait à déduire socialement les catégories de la pensée, il est nécessaire de prolonger cette analyse afin justement de saisir historiquement les catégories qui sont fondatrices de la cybernétique, qui vont donner lieu par la suite de l'intelligence artificielle. Et celles-ci, on peut les nommer à travers l'acronyme qui était celle justement de l'armée, du développement de l'informatique par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une catégorie de communication, de commande, de contrôle et d'information. L'acronyme, c'est C3I. C'est les catégories fondatrices finalement qui vont donner lieu à la cybernétique. Il faut les placer justement dans le cadre plus large des mutations institutionnelles qui sont propres au capitalisme avancé, afin justement de montrer comment l'émergence de l'intelligence artificielle et de la cybernétique auparavant peuvent être qualifiées de formes techniques et spécifiquement adaptées aux sociétés capitalistes avancées. Parce que, en fait, on peut dire d'un point de vue rétrospectif, on peut considérer qu'en même temps que ce qu'Adorno et Horkheimer appelaient une massification du schématisme qui est opérée, selon eux, par les industries culturelles, on assistait également à une forme d'automatisation de ce même schématisme qui correspond en gros à l'émergence de ce qu'on peut appeler une forme spécifique de la raison instrumentale, qui est la raison algorithmique. Si on définit justement l'algorithme,
comme dans cette définition classique, on va dire un algorithme, c'est une suite finie de règles appliquées dans un ordre déterminé, à un nombre quelconque de données pour arriver en un nombre fini d'étapes à un résultat, et cela, quelles que soient les données qui sont traitées. Donc, ce qu'on peut appeler la raison algorithmique, ben, c'est l'incarnation même de ce que l'école de Francfort critique comme étant de la raison instrumentale. Et bien, justement, sur le plan socio-historique, il faut reconnaître, notamment comme il dit Freytag dans ses travaux sur la technique, que la technique, bon, elle repose en gros sur un rapport moyen-fin qui, selon Freytag, on va dire que c'est une dimension essentielle, mais cependant partielle ou non suffisante de l'action humaine. Et bien, si on reprend cette définition, dans un ouvrage qui porte sur la généalogie de l'intelligence artificielle qui a été faite par Matteo Pasquinelli, qui s'appelle In the Eye of the Master. Lui, bon, justement, va définir les algorithmes comme une procédure de résolution de problèmes qui prend la forme d'une série d'instructions qui doit être suivie d'étape en étape afin de transformer en gros des inputs en des outputs. Ben, il faut reconnaître qu'il existe une certaine forme de raison et de pratique algorithmique dans à peu près l'ensemble des cultures des civilisations. Par exemple, on retrouve une forme de pratique algorithmique 800 ans avant Jésus-Christ dans un rituel hindou qui consiste à construire un autel en l'honneur d'un dieu, le dieu suprême qui s'appelle Prajati. Dans ce rituel, les travailleurs recréent la figure du dieu qui prend la forme d'un aigle, en alignant 5 couches de 200 briques au moyen d'un ensemble d'instructions qui sont suivies d'étape par étape, dans le cadre duquel, justement, les dévots vont reconstruire cet autel en récitant un mantra. On retrouve ça, finalement, aussi dans l'étude historique de Louis Mumford, qui a montré, justement, dans son œuvre, que l'être humain, justement, c'est d'abord un être symbolique, puis que la principale machine qu'il a inventée, puis l'a créée, c'est l'organisation sociale. Et donc, on pourrait dire, en suivant c'est ce raisonnement-là, que les premières formes d'algorithmes sont les algorithmes sociaux, dans la mesure où ce rapport moyen-fin, il est enchâssé dans une structure sociale qui est immédiatement symbolique, parce qu'elle est inscrite dans un rituel symbolique. Donc, on peut dire que les premiers algorithmes formels, ils apparaissent en Europe au Moyen Âge, où il y a certaines procédures mathématiques de calcul qui ont été inventées pour aider, faciliter les opérations administratives. Cependant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence notamment de la cybernétique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, que vont apparaître les formes d'algorithmes telles qu'on les connaît, c'est-à-dire des algorithmes automatisés. La raison algorithmique, ça émerge d'un processus dialectique de réflexion avec les objets et les outils, qui va consister à une abstraction visant à résoudre des problèmes, puis résoudre des problèmes qui surgissent en fait des crises qui apparaissent dans la réalité sociale. Donc les premiers algorithmes automatisés tirent leur origine de ce qu'un historien du nom de James Benninger appelle une crise du contrôle, qui apparaît, on va dire, 100 ans avant les algorithmes automatisés. Ça apparaît avec la révolution industrielle. Ce qui fait dire justement à Benninger que la révolution numérique, c'est en fait une révolution du contrôle qui va surgir d'une nécessité qui est celle d'étendre le contrôle dans l'espace et dans le temps au moyen de pour étendre les décisions, les prises de décision dans l'espace et dans le temps, au moyen de l'accumulation, de l'entreposage, du traitement et de la communication des informations. Alors, on trouve d'ailleurs, justement, chez le mathématicien Charles Babbage, les premiers fondements, les premiers linéaments de l'ordinateur dans ses travaux qu'il avait portés sur la machine à différence, qu'il avait inventé, dont l'ambition était justement d'automatiser le travail de calcul mental qui est opéré par des humains manuellement, calcul manuel,
dans les manufactures. Donc, Babbage, bon, il est également l'auteur du premier ouvrage de management, qui est intitulé On the Economy of Machinery and Manufacture, dans lequel il va énoncer un principe qui porte son nom, le principe de Babbage, qui consiste en la subdivision du travail et son calcul de chacune des tâches afin que le salaire le plus faible nécessaire soit octroyé à l'accomplissement de cette tâche. Donc, ton objectif, c'est le contrôle de l'activité d'autrui grâce à la division du travail et à la subdivision des tâches au moyen du calcul, qui va servir autant pour la conception des machines qu'au, en utilisant les termes des plateformes actuelles, au modèle d'affaires des entreprises. Donc, l'émergence de l'intelligence artificielle, elle se fait, elle, dans la continuité des premiers travaux dans le domaine de la cybernétique, qui vont apparaître dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut dire que, justement, derrière l'apparente neutralité de cette nouvelle science, qui est justement une science du contrôle et de la communication, on retrouve nécessairement le financement du complexe militaro-industriel américain, qui cherchait à développer une conception technocratique et dépolitiser les régulations sociales, notamment face à la montée de l'attrait pour le socialisme dans les pays périphériques. Donc, la révolution cybernétique, un peu comme Baptiste Rapin va en parler sûrement demain, attire son origine de ce qu'il appelle la révolution managériale, qui est également concomitante de l'apparition des grandes corporations, qui vont devenir la forme institutionnelle prédominante au cœur du capitalisme avancé. C'est une limitation importante, justement, parce que dans ce contexte, l'apparition des grandes organisations, la médiation des rapports sociaux par le marché est remplacée par le contrôle communicationnel, qui est exercé par la corporation sur son environnement interne, ses employés, ou externe, c'est-à-dire les consommateurs, les États, les autres firmes. Donc, c'est à cette époque, notamment que, justement, on peut trouver les premiers développements, les techniques de marketing qui vont servir à la surveillance des individus, qui vont être développés finalement par les algorithmes automatiques qui sont ceux des GAFAM. À la même époque, justement, à côté de la publicité, du secteur financier, les premiers développements dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que l'ancêtre de l'Internet, l'ARPANET, vont s'expliquer par la nécessité d'absorber le surplus d'accumulation des grandes corporations au moyen des dépenses publiques dans le domaine militaire. On va parler de complexe militaro-industriel, puis certains vont dire, dans les faits, il devrait être renommé National Security Techno-Financial Entertainment Surveillance Complex. Parce qu'en gros, ça exprime la spécificité de l'impérialisme américain de la première, qui s'appuyait en partie sur la cybernétique, qui visait en gros à exporter un modèle de société machinique à l'ensemble de la planète. D'ailleurs, justement, dans le livre d'un autre historien qui s'appelle The Age of Systems, l'historien Hunter Eck montre que l'émergence, justement, il utilise le terme raison algorithmique pour expliquer la forme de pensée de systémisme qui apparaît dans les sciences sociales, notamment pendant la guerre froide. Va se faire dans le contexte où il y a une prise de conscience de la part de l'élite technocratique que les humains sont pas rationnels. C'est le constat qui est partagé beaucoup par tous les travaux de Walter Lippmann notamment. Puis toute une série de technocrates américains ça va leur poser un problème dans le mesure parce qu'ils vont dire, dans le fond, les individus ne sont pas capables de s'auto-gouverner, comme le postulait finalement tout le fondement de la rationalité ou de la raison des lumières. Mais pour sauver finalement la logique de la raison, sur laquelle se fondait le système américain, on va se trouver à dire que si les humains ne sont pas rationnels, par contre, les choix qu'ils effectuent peuvent être qualifiés de rationnels. Puis c'est justement pourquoi, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a un brouillage des frontières qui va s'opérer entre ce qu'on va se mettre à appeler l'élément humain
et la machine. C'est la figure du cyborg qui apparaît. Étant donné que, justement, on va dire, comme l'humain est considéré comme peu fiable, il est nécessaire, au moyen d'une technique naissante, qui est l'ordinateur, d'assister son processus de prise de décision. En intégrant l'élément humain au sein d'une boucle de rétroaction et afin ultimement de le voir carrément disparaître. Donc l'objectif politique de la cybernétique, c'est la neutralisation au moyen du contrôle et de la communication de toute forme de transformation politique de la société. C'est notamment la thèse qui est défendue par un autre historien des sciences qui est Steve Joshua Hines, qui dit justement que, en dépit de sa prétention à la neutralité axiologique, la cybernétique est tout sauf neutre parce qu'elle repose sur une épistémologie qu'on va qualifier de réductionniste, d'atomistique, de positiviste, de pragmatique, de conservatrice, mécaniste et empiriste, qui se trouve, sa spécificité, c'est de dissoudre tous les dualismes qui sont constitutifs de la pensée moderne dans un même processus informationnel de rétroaction. Et c'est cette rétroaction qui rend possible une nouvelle forme de régulation de la pratique sociale qui correspond en grande partie au passage à la notion moderne de gouvernement vers une notion postmoderne qui est celle de gouvernance. Donc les dualismes qu'on retrouvait, les tensions qu'on retrouvait dans les catégories de la pensée moderne qui étaient présentées sous une forme duelle, se trouvent à être absorbés dans un même principe, qui est l'information. Et plutôt que d'être dépassés par la dialectique, donc par soit la politique réformiste ou révolutionnaire, on se trouve à l'absorption de la contradiction. C'est ce que dit notamment dans un article qui s'écrit de Anna Teixeira Pinto. Son article s'appelle The Pigeon and the Machine. Elle dit bien que la rétroaction et la dialectique représentent le mouvement de manière similaire, la cybernétique est un modèle intégré. Tandis que le matérialisme dialectique est un modèle antagoniste. La dialectique implique une tension fondamentale et un antagonisme non résolu, tandis que le feedback ne connaît ni extérieur ni contradiction, seulement une itération perpétuelle. En termes simples, la rétroaction cybernétique est une dialectique sans possibilité de communisme. Donc, en effet, la fusion entre le raisonnement humain et l'ordinateur origine justement à cette époque des premiers travaux en cybernétique, en intelligence artificielle, en sciences de la décision, en sciences cognitives, et plus particulièrement dans les travaux de ce qu'on appelait la recherche opérationnelle, qui va être menée par la Coase Commission, qui est un think tank dédié à l'économétrie, qui vont intégrer les premières réflexions, notamment de Hayek, qui va redéfinir le marché comme un algorithme. Puis l'objectif étant justement de montrer la supériorité du marché sur la planification socialiste. Et donc, les économistes qui travaillaient à la Coase Commission vont se redéfinir en ingénieurs de marché spécialistes des organisations. Et donc, dans ce contexte-là, justement, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire conjointement par la Rand Corporation puis la Coase Commission, qui vont être financés par l'armée américaine, où on va retrouver des économistes, dont un des théoriciens les plus importants à la fois l'automatisation des marchés et le premier développement des ordinateurs, c'est John von Neumann, qui va écrire avec Oscar Morgenstern The Theory of Games and Economic Behavior, qui va justement théoriser la théorie des jeux, qui est un mécanisme de prise de décision rationnel, mais d'acteurs qui ont une rationalité complètement limitée. Puis on va retrouver justement cette influence justement de la métaphore, de l'analogie qu'on va faire entre le marché et un algorithme chez les premiers théoriciens de l'intelligence artificielle, dont Herbert Simon. Herbert Simon va reprendre justement, Herbert Simon, c'est un des premiers penseurs théoriciens de l'intelligence artificielle, puis aussi un théoricien du management, puis il va reprendre la définition de Hayek, selon laquelle les acteurs ont une rationalité limitée. Et c'est pourquoi on doit mettre en place une intelligence artificielle afin d'assister au processus de prise de décision dans le contexte des grandes organisations. Donc, les économistes, en fait, vont fusionner avec les managers à cette époque
vont en gros postuler l'idée c'est laquelle, si le marché c'est un algorithme, on peut le programmer. Et donc on retrouve ça à l'heure actuelle justement chez, je vais en parler un peu plus tard, chez une nouvelle discipline en économie qui s'appelle le mechanism design, ou en fait en français on appelle ça la théorie des mécanismes incitatifs, sur lesquels se base en grande partie le modèle d'affaires des plateformes numériques à l'heure actuelle, une logique de programmation du marché. Donc c'est pourquoi il faut comprendre que depuis ses origines, le projet de construire une intelligence artificielle, il ne s'est jamais basé sur des fondements biomorphiques. C'est-à-dire que on dit tout le temps qu'on cherche à imiter les structures du fonctionnement du cerveau humain, où on vient d'un outil qui est l'ordinateur. Ce qu'on retrouve dans la réalité, c'est davantage, ce qu'on observe, c'est que c'est des rapports sociaux qui sont matérialisés dans les machines en vue de contrôler, Puis ça, là-dessus, c'est important de rappeler qu'il existe deux paradigmes en intelligence artificielle. D'ailleurs, on utilise beaucoup le terme intelligence artificielle pour désigner ce qui était le concurrent de l'intelligence artificielle à l'époque, qui était le modèle connexionniste. Donc, le modèle classique de l'intelligence artificielle, on l'appelle le modèle de l'intelligence artificielle symbolique. Sa prétention, ce qu'on appelle l'IA symbolique, c'est de construire une machine intelligente en modélisant la logique du raisonnement humain. Donc, qui prend la forme d'une logique décisionnelle hiérarchique qui répond finalement au questionnement if-then, si alors. C'est une logique hiérarchique de prise de décision en arc, donc qui part du haut, qui descend vers le bas. La seconde approche, ce qu'on va appeler, qui est appelée connexionniste, c'est elle qui est prédominante à l'heure actuelle lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Elle a plutôt la prétention de calquer la structure du cerveau humain et son réseau de neurones biologiques en vue que les machines puissent apprendre et adopter des comportements qu'on va dire intelligents. Donc, l'approche de l'IA symbolique a été prédominante jusqu'aux années 70. Non pas parce qu'elle était plus intelligente que l'autre, mais plutôt parce qu'elle était beaucoup mieux adaptée à la logique sociale d'après-guerre, qui était celle des grandes organisations pyramidales de type hiérarchique, qui était le modèle à partir duquel on avait pensé l'intelligence artificielle au départ. Le second paradigme, le modèle connexionniste, est resté dans l'ombre jusqu'aux années environ 80 ou 60, après les années 70-80, va s'appuyer sur justement les premiers travaux sur les réseaux de neurones qui ont été développés au départ par McCulloch et Pitts, et qui va être matérialisé dans le premier réseau de neurones qui est le perceptron, qui va être développé par Frank Rosenblatt. Rosenblatt, ce qui est intéressant de noter, c'est que son étude, sa théorie des réseaux de neurones, s'appuie directement sur les idées de Hayek, selon laquelle l'esprit humain, c'est un système complexe, immanent, auto-organisé, qui prend la forme d'un réseau de neurones, qui, au moyen de calculs probabilistes, est en mesure de modéliser des patterns qui proviennent de l'interaction sociale en faisant des corrélations entre des variables. Donc, ce qui est redéfini comme étant de la connaissance, plutôt que de consister un ensemble de règles formelles extérieures au sujet, comme dans le modèle symbolique, en intelligence artificielle, ça correspond plutôt au produit d'une association en réseau d'entités élémentaires, qu'on va définir neurones, qui ont la prétention de modéliser la perception qu'une machine peut avoir de son environnement extérieur. Donc, on pourrait dire le modèle symbolique est inspiré finalement du système hiérarchique des grandes organisations. Le modèle connexionniste s'appuie sur un pur plan d'immanence, qui va nourrir toute l'idéologie du réseau qu'on va retrouver dans les travaux des sociologues comme Boltanski et Capello appellent le nouvel esprit du capitalisme. C'est cette idéologie-là aussi qui a légitimé le processus de mise en réseau des interactions sociales et de décentralisation qu'on retrouve notamment au cœur du mode de fonctionnement des plateformes. Une nouvelle forme, on pourrait dire, institutionnelle qui devient de plus en plus hégémonique à l'heure actuelle. C'est le modèle connexionniste sur lequel s'appuie également ce qu'on appelle l'idéologie californienne, qui va réunir les entrepreneurs libertariens de la Silicon Valley
avec le courant technophile de la contre-culture dans la nouvelle gauche. Donc, on peut dire que les réseaux de neurones artificiels ont été conçus au regard de la logique émergente d'auto-organisation des années 60-70, qui ont venu capturer ces transformations économiques et sociales et les encoder dans des algorithmes qui avaient une fonction de contrôle social. Donc, le dernier point que je vais aborder, il me reste 10 minutes. Je vais prendre une petite gorgée. Bien, ça nous mène finalement à ce qu'on appelle, certains appellent le capitalisme monopoliste intellectuel. Donc, pour éviter, pour ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés beaucoup d'analystes depuis l'arrivée de ce qu'on appelait la nouvelle économie dans les années 90, de voir finalement ou de concevoir la nouvelle économie numérique ou économie du savoir comme une nouvelle logique d'accumulation qui serait basée soit sur le savoir, les données numériques, les algorithmes. En réalité, cette logique d'accumulation, elle remonte au 20e siècle avec l'avènement des corporations. C'est Veblen qui a le premier théorisé ça, le passage du capitalisme libéral au capitalisme avancé. Au sein duquel, finalement, on trouve, selon lui, une nouvelle logique d'accumulation qui s'effectue plus au moyen de la concurrence par les prix, mais plutôt au moyen de pratiques qu'il va appeler rentières, ou pratiques de prédation. Prédation de la valeur qui s'appuie sur l'exploitation des actifs intangibles. Donc, au départ, c'est des droits de propriété intellectuelle, des brevets, des marques de commerce, des fusions et des acquisitions, des alliances avec d'autres entreprises ou encore des ententes formelles ou informelles avec les gouvernements. Donc, les actifs intangibles, au moment où les analyses Veblen sont plutôt marginaux, à l'heure actuelle, les actifs intangibles représentent 95% de la valeur des 5 plus grandes corporations cotées en bourse, c'est-à-dire les GAFAM. Donc, on pourrait dire que, bon, on cherche à spécifier ce qu'est le capitalisme contemporain, beaucoup vont dire qu'il y a un nouveau travail cognitif ou digital ou matériel ou encore une nouvelle marchandise qui serait une marchandise prédictive produite par des algorithmes. Dans les faits, ce qu'on valorise, c'est une nouvelle classe d'actifs intangibles que sont les données numériques. Donc, le pouvoir de capitalisation de ce qu'on appelle les GAFAM, les géants du numérique, consiste essentiellement à s'approprier la valeur qui est produite dans l'économie productive, puis de la réintégrer à l'intérieur des frontières légales de l'organisation. Donc, la grande logique, la principale logique d'accumulation qu'on trouve dans les GAFAM, c'est effectivement cette logique d'accumulation sur des intangibles, qui a été rendue possible, puis qui est concomitante finalement à la financiarisation de l'économie. Justement, dans le contexte où les normes de la valeur actionnariale avaient imposé des rendements à court terme pour les grandes corporations, ce qu'on a observé, c'est que les grandes corporations sont mises à sous-traiter toute une partie de leurs activités les plus risquées, notamment la recherche et le développement. Et dans ce contexte-là, il y a toute une série de politiques des réglementations qui sont opérées aux États-Unis, notamment dans le secteur de la finance, des communications, de la recherche, qui a permis de transformer cette connaissance en actifs intangibles qui peuvent être capitalisés dans la sphère financière. Donc, c'est ce qu'on observe finalement, au départ, première forme d'accumulation qu'on va appeler, qui est propre du capitalisme monopoliste intellectuel, va se baser dans les années 90-2000 sur la propriété intellectuelle. C'est le modèle de Microsoft, principalement. Ça va plutôt être la question, après la crise de 2008, des données numériques, qui vont être la nouvelle source, une nouvelle forme d'actifs intangibles, après 2008. Puis maintenant, avec l'apparition de ce qu'on appelle l'IA générative, qui est basée sur ce qu'on appelle des modèles de fondation, des grands modèles de langage. C'est surtout la puissance computationnelle qui permet de construire des monopoles, qui construit des barrières à l'entrée, qui fait en sorte qu'on empêche justement de compétiteurs, donc qui fait en sorte qu'il y a trois principales entreprises qui contrôlent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est Google, Microsoft et Amazon. Donc on parle souvent d'OpenAI, mais OpenAI est complètement dépendant de Microsoft, notamment pour ses nuages, son cloud. Donc sans Microsoft, OpenAI ne pourrait pas faire fonctionner ces algorithmes.
Donc, le modèle d'affaires des grandes plateformes va consister à une dynamique qu'on va appeler rentière, qui est au cœur de ce qu'on appelle le capitalisme intellectuel monopoliste, qui s'accumule à partir d'une construction de rente. Rente qui consiste essentiellement à s'approprier la valeur qui est produite dans l'économie productive, puis se la réapproprier par la suite. Donc, quand on parle des contraintes économiques à l'heure actuelle, c'est un conflit entre les capitalistes qui est en train de s'opérer avec la monopolisation de l'intelligence artificielle. Donc, stratégie de monopole qui repose justement sur la capitalisation de ces actifs intangibles, elles sont nombreuses parce que, donc d'une part, j'ai dit, on accumule sur les actifs intangibles les brevets, les données qui sont transformées en actifs, c'est une stratégie politique aussi qui vise à influencer les lois en leur faveur. Donc, c'est un des plus gros postes de dépenses des GAFAM, c'est le BNI. On va éviter qu'il y ait une réglementation qui leur empêche de faire des profits, l'évitement fiscal également. Une logique de subordination des entreprises qui sont sous-traitantes. Le meilleur exemple, c'est Apple. Apple qui, en fait, qui a été qualifié par le Financial Times de hedge fund qui vend des téléphones, parce que les téléphones sont produits en Chine dans des ateliers militaires, puis sont surexploités, donc il y a un réel travail qui se fait, puis Apple rapporte des profits. Donc c'est une logique de prédation, puis de sous-traitance finalement de l'exploitation. Et le contrôle d'un écosystème de recherche et développement qui est basé sur des startups, sur la recherche qui est financée publiquement dans les universités, à même niveau public. Et maintenant, la monopolisation des infrastructures numériques, parce qu'ils nécessitent des investissements massifs, se trouve à bloquer toute forme de barrière à la compétition. Donc, en gros, on pourrait dire que les géants du numérique ont mis en place une chaîne globale d'appropriation de la valeur qui prend la forme de ce qu'on peut appeler un écosystème corporatif d'innovation qui leur permet de socialiser les risques et de privatiser les profits. Il me reste 4 minutes. Je vais conclure justement en disant que la domination des plateformes monopolistiques, on peut dire qu'on assiste au passage de ce que l'école de Francfort appelle le capitalisme d'État à ce que l'économiste Hugo Pagano a appelé le capitalisme monopoliste intellectuel. Et ce qu'on observe, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, les économistes qui travaillaient à la rationalisation de la production puis de la prise de décision grâce au financement de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, se trouvent à maintenant travailler pour les corporations du numérique. D'ailleurs, Amazon a embauché dans les dernières années plus de 50 économistes avec des PhD qui, en fait, selon certains disent que c'est le plus grand employeur d'économistes derrière la Réserve fédérale aux États-Unis. Donc, justement, ce qu'on observe, c'est un nouveau régime de production de la connaissance, donc le régime de production de la guerre froide, qui était centré sur l'État, vers un régime de production de la connaissance globale qui est privatisé, qui se trouve à privatiser. En fait, une des fonctions centrales des États, c'est les statistiques. La statistique, c'est la science de l'État. Mais maintenant, si vous voulez faire des statistiques, vous devez aller travailler pour Amazon, Google, Facebook, parce que les données, les informations statistiques se retrouvent. Donc, la plupart des économistes, justement, qui ont suivi les travaux de von Neumann sur la construction des marchés automatisés, travaillent pour ces grandes entreprises-là numériques. On pourrait dire que, justement, les caractéristiques centrales des plateformes, ça consiste à privatiser les marchés, afin de maintenir les consommateurs dans des enclaves où les algorithmes se trouvent à contrôler leurs choix. Donc, à l'époque, Friedrich Pollock, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait fait une étude sur l'automatisation qui s'appelait les conséquences sociales de l'automatisation, puis il disait qu'il y a une contradiction dans le processus d'automatisation qui avait résumé ainsi. Il disait les machines peuvent pratiquement tout faire dans l'économie, excepté acheter les biens qu'elles produisent. On peut dire qu'au moyen justement de la conception, ce qu'on appelle la conception algorithmique des marchés automatisés, il y a une tentative d'automatiser la consommation. Il s'agit, donc justement, c'est quoi? C'est
là d'une des techniques les plus répandues dans le monde numérique. Hein. On va dire que l'expérience de la majorité des utilisateurs du web et des applications mobiles sont organisées en partie par l'optimisation de programmes qui sont issus de la conception de tels mécanismes, notamment des enchères publicitaires automatisées qui se passent en temps réel, qui se trouvent à monétiser le trafic en ligne et les mêmes systèmes de décision qui vont alimenter les fils d'actualité de Facebook et les systèmes de recommandation comme Uber et compagnie. Également, la logique d'accumulation, ce qu'on appelle les actifs intangibles, fonctionne à l'heure actuelle par la monopolisation de l'ensemble des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, les plus grands chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui œuvrent dans les universités travaillent également pour les compagnies, que ce soit Google, Amazon, Facebook et compagnie. Ils ont embauché à peu près tous les chercheurs de l'université américaine, au Canada, au Québec aussi. Et maintenant, on peut dire que le modèle capitaliste des plateformes s'implante de plus en plus dans les institutions d'enseignement supérieur. Hein. L'intention, justement, des modèles de type OpenAI, c'est de casser l'ancien régime institutionnalisé de production de la connaissance, qui mobilise beaucoup à l'heure actuelle l'idée d'open science. On veut casser les intermédiaires. Parce qu'on dit en grande partie que le modèle traditionnel de la production de la connaissance qu'on trouve dans les universités est hiérarchique. Et on dit, ben nous, on peut faire le modèle des plateformes Open Science pour automatiser la recherche scientifique. Juste pour conclure, on va dire que, en fait, c'est le langage lui-même qui, si on suit la pensée de Freytag, qu'on peut comprendre comme la principale médiation symbolique qui permet l'expression d'une expérience significative qui se trouve être réduite dans un pur code informatique, c'est-à-dire une série d'opérations statistiques et de calculs probabilistes marchandisés. Et ce que Horkheimer, justement, disait dans le livre de la raison, il disait la probabilité, ou mieux encore, la calculabilité remplace la vérité. Et bon, juste pour terminer, j'arrête là-dessus. On pourrait dire qu'à la différence de la culture massifiée qui était critiquée par l'école de Francfort, la rationalité ou la raison algorithmique, qui est poussée par les réseaux de neurones automatisés, se trouve à participer davantage d'une logique de personnalisation puis de singularisation qui a pour effet de conduire à la dissolution de toute référence normative commune chez les individus. Notamment, on trouve ça dans les travaux d'un sociologue allemand qui s'appelle Andreas Regnitz, qui appelle la société des singularités. Donc, la conséquence de ça, on pourrait dire, c'est que l'époque de l'intelligence artificielle elle contribue à l'augmentation tendancielle de l'idiotie. Compris au sens étymologique du terme. L'idiotie, ça vient du grec idiotesse, qui veut dire, qui décrit un humain qui est privé de fonction sociale dans la cité. Et donc, la société des singularités, c'est une société d'idiots.